Entretien exclusif avec Roméo Mepa, cinéaste, réalisateur et producteur du label New Cam Generation Film. Bonjour et merci d'accueillir dans vos locaux l'équipe de Golden House, première télévision People du Cameroun. Bonjour à tous les téléspectateurs de Golden House, bonjour aux promoteurs de Golden House, bonjour à ceux qui suivent cette chaîne. New Cam Generation Film a organisé en août 2021 à Yaoundé et en décembre de la même année à Douala les projections avant-première du film à Cap Zout. Dites-nous, Roméo Mepa, quel bilan faites-vous de ces deux grands événements? Alors, en 2021, nous avons réussi le challenge de projeter dans les deux grandes métropoles du Cameroun le film à Cap Zout. C'était d'abord le 18 à la Croix-Rouge à Yaoundé et le 17 à Douala. Bien, voilà. Le bilan, vous savez souvent c'est des choses un peu mitigées, mais il faut relativiser tout. On a commis une grande projection à Yaoundé avec autant de téléspectateurs qu'on pouvait, mais pluie était venue aussi quand même ce soir-là déranger aussi beaucoup. Donc là, nous avons tiré très rapidement des leçons que nous avons pu corriger à Douala. Donc grosso modo, Douala était parfait, excellent, les gens étaient contents. Mais à Yaoundé, nous avons commis beaucoup d'erreurs organisationnelles, beaucoup de petits couacs. Et nous nous excusons, nous profitons de cette occasion pour nous excuser de cette attitude parce que le film a été obligé de se projeter à 22h alors qu'on avait écrit 19h. Et en tant que réalisateur, producteur, nous pensons que cette manière n'est pas honorer nos téléspectateurs qui viendront dans la salle. Donc parfois ça ne dépend pas de nous, parfois ça vient d'autres aléas qu'on ne peut pas justifier. Et bien sûr, il y a la technologie, il y a les conditions naturelles. D'où mon insistance ici aussi à dire à plusieurs réalisateurs, oui, produire un film c'est bien, réaliser un film c'est bien, mais le vendre, le diffuser, le présenter c'est aussi un autre art. Il faudrait que nous apprenions à nous rapprocher de ceux qui ont l'habitude de faire cela pour savoir qu'à tel moment il peut y avoir la pluie, anticiper tout, c'est des choses que ça ne joue pas, ça rate sur des virgules. Voilà le grand bilan qu'on peut dire de ça, mais tout ce que je sais, c'est qu'après, à Douala, nous nous sommes bien corrigés, les gens se sont régalés. Et les gens qui ont vu le film à Douala et Yaoundé, c'était deux films différents. Et juste du fait de l'amateurisme dans la présentation du projet. Et honnêtement, ça nous a beaucoup marqué qu'à un moment donné, votre public fend. Les gens se battent pour entrer dans la pluie, se mouillent. Et qu'à un moment donné, présenter le produit, parfois, c'est pas... C'est-à-dire, parfois, on rentre, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste une petite virgule, c'est comme un match de football. Mais dans tous les cas, 2021 est une année spéciale. On a fait le meilleur de nous-mêmes et on a fait des bonnes choses. Pour l'année 2022, vous avez lancé un recrutement de jeunes présentatrices d'émissions de télévision. Dites-nous concrètement de quoi s'agit-il dans ce nouveau concept? Vous voyez, quand vous faites des présentations dans le grand public, vous essayez de cerner le problème. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, quel est le bilan de cela? Le premier bilan, c'est qu'en fait, il faudrait que les réalisateurs sachent que nous sommes dans un processus de création de l'industrie cinématographique. Et nous sommes aussi dans le même élan, dans la fabrication du public. Et pour fabriquer le public, il y a un travail en amont qu'il faut faire. Les gens ont vu des films chinois, ils sont habitués aux films chinois, ils sont habitués à d'autres propagandes. Il faudrait que nous trouvions des moyens de faire notre propre propagande. Alors c'est simple. Nous constatons qu'aucun pays au monde ne peut se développer s'il n'a pas de littérature forte, s'il n'utilise pas les éléments littéraires qu'il a pour pouvoir avancer. Notre cinéma a besoin de psychologues, de sociologues, d'anthropologues et même des journalistes formés. Parce que je ne sais pas pour insulter ceux qui font déjà des métiers, mais il y a des gens qui sont dans le jargon cinématographique, qui nous présentent souvent, mais pas dans le langage cinématographique. Alors il était question pour nous déjà de savoir que, ok, on a fauté sur le terrain. On a fauté sur le terrain parce qu'on ne communique pas souvent de la bonne manière avec notre public. Parce que, par exemple, sur le terrain, vous allez voir les gens qui ne savent pas la différence entre un documentaire, un reportage et tout ça là. Il faut habituer le public à comprendre
une comédie, une série web, une série TV et un film. La différence entre un film et une série télévisée ou un film pour télévision, les gens ne le savent pas. Alors il était question pour nous de dire oui, c'est vrai, au Cameroun on dit que les gens ne se retrouvent pas. Les gens n'arrivent pas à voir un concours. Mais qu'est-ce qui peut empêcher un jeune aujourd'hui, avec le concours de YouTube, des expériences professionnelles à côté, de se lancer dans le métier de son choix? Et la particularité de ce que nous faisons maintenant, c'est d'appeler les jeunes, particulièrement les jeunes filles, avec formation gratuite. Et non seulement cela, à la carte. Ça veut dire que si c'est même 23 heures que vous voulez travailler, je vous vois sourire, si c'est même 23 heures, je le répète, venez, on va travailler. Si c'est 2 heures de temps par jour, vous venez, on fixe vos 2 heures de temps et on travaille, on vous accompagne jusqu'à la limite de nos moyens. Je dis bien jusqu'à la limite de nos moyens. Donc durant tout le mois d'avril, nous allons inviter tous jeunes Camerounais qui sollicitent vraiment, particulièrement les littéraires. Parce que vous qui avez fait un Ngwekele, géographie, histoire et tout ça là, et que certains aînés parfois disent que ça ne sert à rien, nous pensons du côté cinématographique que toutes les filières sont importantes, et encore pour l'Afrique, les filières littéraires sont tellement importantes, mais parfois la canalisation de cela n'est pas à notre avantage. C'est pour ça que nous organisons une très grande promotion de montage de vidéos, infographie, jeux d'acteurs, tout ce qui a trait à l'art pour amener le public à comprendre même déjà ce que c'est que le cinéma et tout ça, afin de pouvoir inviter les gens en salle et que les gens sachent que bon, voilà une invitation qui a trait à quelque chose. Parce que les gens vous demanderont bien pourquoi aller dans une salle de cinéma alors que j'aurais pu mettre mon film et voir. Donc c'est cette éducation, c'est ce transfert d'informations qui permettra aux gens de comprendre un peu ce que c'est que l'esprit cinéma. Dans vos différents films, on se rend compte que vous abordez des sujets bien précis. Nous allons citer quelques-uns de vos films. Le premier, 6 heures en enfer. Le deuxième, Les enfants androïdes. Et le troisième, À Cap Zout. Mais d'après nos investigations, Roméo Mepa, avant de pouvoir répondre à nos questions portant sur les différents films, dites-nous, vous avez effectué des études universitaires en mathématiques. Comment s'est faite la transition entre les sciences mathématiques et le monde du 7e art? Ok, la petite anecdote, c'est qu'un jour, j'arrive à l'école polytechnique, je rencontre le professeur Bonji Etengele, chef de département d'anthropologie d'antan. Et il fait une conférence où il démontre comment c'est le cinéma, la faiblesse du cinéma africain qui fait que le développement scientifique ne peut pas s'avancer. Et alors là, je me suis rapproché de cet éminent professeur qui m'a donné des bases de la littérature, des bases de la géolittérature, si je veux dire comme ça, c'est-à-dire d'utilisation de la littérature pour faire avancer un peu. Et là, je suis entré dans le monde cinématographique. C'est vrai, j'ai d'abord fait un premier essai qui est passé presque inaperçu. Je voulais parler très rapidement dans ces années-là du sida et de ses conséquences. J'ai fait un film qui n'est pas cité tout à l'heure, là, Le Silence. Le silence, il était question de montrer comment le silence peut arranger certaines situations dans les couples. Parce qu'en fait, je suis beaucoup marqué par le social, l'environnement même de nous-mêmes. C'est-à-dire que mes sujets sont très proches à notre vie quotidienne et je me rattrape le maximum possible pour être près des téléspectateurs. En fait, dans 6 heures en enfer, il était question de parler de médicaments, des médicaments, de la distribution des médicaments. La seule question que je me posais, oui, parce qu'en ce moment-là, je voyais, on attrapait tous ceux qui vendaient les médicaments au bord de la rue, on confisquait tout. Mais je me disais aussi que dans les villages, ceux qui sauvent les grands-mamans là pour pouvoir avoir un comprimé, c'est ceux qui ont posé une caisse au bord de la route. Alors comment on peut pousser ces gens pour des médicaments alors que dans la répartition ou la distribution, c'est-à-dire les gens n'arrivent pas à distribuer équitablement le médicament, mais les gens se retrouvent en train d'empêcher à ceux qui peuvent même distribuer le médicament dans certaines zones. Et là, j'ai invité les gens à s'asseoir et de regarder même dans quelles conditions on peut même former tous ceux qui sont dans la rue en train de vendre des médicaments, afin qu'il n'y ait pas de médicaments de rue. Mais ça s'est terminé par une très mauvaise expérience. N'ayant pas beaucoup de diplomatie, j'ai attaqué des cartels et le disque dur a fini à la poubelle, hein, parce que c'était chaud avec ce film-là. Donc 6 heures en enfer, on a souffert de ce côté de diplomatie dans le langage, de jeunesse même, parce que
Vous voyez, un jeune homme qui vient de quitter les sciences mathématiques pour venir dans la littérature, ça avait beaucoup de fougue. Mais plus on a grandi et on a compris qu'il fallait aller d'une manière diplomatique quand ça concerne le cinéma. Après, nous avons attaqué les enfants androïdes parce que chaque temps, nos films viennent des faits de société. Il y avait une période où chaque année, les enfants tombaient en transe dans les écoles. Chaque année, les enfants tombaient en transe et nous avons mené une investigation pour comprendre vraiment est-ce que cette transe-là, c'était qu'un pasteur, comme on disait, a béni les enfants ou qu'est-ce qui se passait. Et très rapidement, nous avons constaté que dans les établissements scolaires, il y avait un traficotage de drogue qui était très avancé. Et alors là, nous avons voulu faire un film. Et je vous rassure, Golden House est en primeur de l'actualité. Nous avons fait un film. Mais il y a eu beaucoup de critiques, même du côté de la CRTV, que le film devait être fait en série. Et aujourd'hui, nous avons une réplique du film que nous sommes en train de corriger maintenant. Mais nous allons fabriquer ce film en série parce que le sujet est devenu plus vaste. Vous savez, le problème d'enseignement avec les OTS ou n'importe quoi qu'on entend dehors aujourd'hui, c'est des dispositions que nous avons vues et nous avons proposé à notre humble manière, mais apparemment en cette période-là, nous n'avions pas beaucoup d'aura pour être écoutés comme aujourd'hui et nous pensons que nous pouvons faire mieux. La petite expérience aussi, c'est que avant nous sommes arrivés dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, nous sommes revenus et dit attention, la mondialisation est en train de pousser des systèmes académiques le système scolaire a bien des choses parce qu'aujourd'hui beaucoup de parents mettent leurs enfants dans le système anglo-saxon en se disant que c'est le meilleur système, mais il faudrait que les parents s'asseyent, quantifient, jugent avant de savoir dans quel système on doit mettre l'enfant. Vous voyez, dans le système anglo-saxon, c'est the right person to the right place. Mais c'est vrai, ça marchait il y a eu un certain nombre d'années, mais aujourd'hui il pose un grand problème ce système parce que le right person là avait un travail qui faisait 15 ans, 20 ans sans changer, mais aujourd'hui les boulots changent tous les 2 ans. Alors si vous formez quelqu'un qui est parfait dans un domaine parfait et qu'au bout de 2 ans ce domaine parfait est fini, il peut tomber rapidement vers la guerre. Il peut faire autre chose. Donc quand j'ai vu dans le nord-ouest et le sud-ouest la quantité de liqueurs que les enfants buvaient, et je suis venu dans nos lycées ici, j'ai vu. Par exemple, généralement, il y a une très grosse couche qui est touchée, les enfants des médecins, les enfants des militaires, les enfants des gens qui ne sont jamais à la maison ont des gros problèmes. Donc, sur une analyse statistique, nous avons fait camper autour des lycées, écouter les enfants, écouter les problèmes d'affection des enfants. Et c'est là où nous avons décidé de faire le film Les enfants androïdes. Vous avez des copies et vous aurez des extraits. Je crois que la bande-annonce peut témoigner de notre pan d'analyse ou de notre vision des enfants dans les lycées, mais je crois que nous avons beaucoup d'expérience par rapport aux enfants au lycée. En avançant maintenant, nous sommes tombés avec le ministère de la Santé et l'ONU où nous avons aussi fait un film sur la santé mentale, sur l'agissement de Boko Haram sur la population. Et je traduis ici mon remerciement au ministère de la Santé, à l'ONU, de m'avoir permis de réaliser un tel film qui permettait de sensibiliser les gens sur l'impact de la santé mentale dans la vie des gens. Parce qu'en fait, sur le terrain, moi-même en tant que réalisateur, j'ai beaucoup appris parce que j'ai compris qu'il y avait une différence entre quelqu'un qui a des problèmes en santé mentale et quelqu'un qui a une maladie mentale. Maladie mentale, c'est quand on commence déjà à nuire aux autres, mais problème en santé mentale, c'est qu'il y en a tellement de gens qui ont des problèmes en santé mentale, mais tant qu'ils ne nuisent pas aux autres, et nous avons permis d'établir cette différence, d'édifier les gens par rapport à la différence entre ces deux mots et de montrer comment c'est difficile de trouver même une statistique difficile, parce qu'aujourd'hui vous voyez des gens, vous les voyez bien habillés, mais si vous entendez que des gens chez eux le soir, ils veulent coucher leur femme, ils vont entrer que par les narines. C'est quelqu'un qui a des problèmes en santé mentale, mais il vit tous les jours avec vous, mais il nuit une femme à la maison. Mais on fait comment? Donc ça, c'est des thématiques que je prends généralement. J'ai pris la santé mentale, j'ai fait une série de 3 documentaires dans ce domaine-là. Et maintenant, quant au dernier film, Akabzout, qui a quand même... ce titre a tellement fait de bruit,
tellement de choses, mais l'idée pour moi, c'était les événements des élections de 2018 m'ont marqué beaucoup de choses. Tellement les acteurs politiques étaient tellement carrés, c'est-à-dire que ce soit le MS, le RDPC ou chez Cabral ou chez d'autres partis politiques, les gens étaient positionnés, campés sur leur position et je me suis demandé que mais est-ce que nous avons même une relativité dans notre manière de regarder? Pourquoi les gens sont devenus si intransigeants? Alors j'ai fait un film qui était un appel à la tolérance parce que quand je dis Akab Zout, dans la langue béti, tout le monde entend le partage des fesses, prostituées, tout ça là. Mais quand on analyse encore d'un autre sens, quand on dit Akab, quand quelqu'un partage, je ne veux pas savoir si tu es Bamileke, Béti, nordiste, tout ça pour Akab, je donne seulement. Donc Akab, j'ai vu sur l'angle de quelqu'un qui est tellement charitable, c'est pour ça que le titre en français c'est Don Total. Donc, grosso modo, les films que je fais sont des sensibilités qui sont présentées devant moi et j'ai saisi l'opportunité pour écrire ces films-là. Parmi les jeunes gens et les parents qui vous regardent en ce moment, il y en a certainement qui sont séduits et brûlent d'envie de se lancer dans le cinéma. Du haut de votre longue expérience, Roméo Mepa, comment reconnaître une maison de production sérieuse parmi toutes celles qui existent aujourd'hui? Avant d'arriver à la question comment reconnaître une maison de production sérieuse et celle qui n'est pas sérieuse, je ne peux pas quand même m'afficher devant, comment on appelle, les gens pour juger des maisons de production, mais je peux dire ce que je connais grosso modo du cinéma. Déjà, beaucoup de parents prennent les enfants qui veulent faire du cinéma comme de la folie. Mais c'est quand les résultats arrivent que les gens constatent que... Mais il y a une méthodologie déjà pour pouvoir faire du cinéma. Le cinéma, c'est pas parce qu'un enfant amuse tellement à la maison où il est un peu éveillé qu'on pense qu'il peut faire cinéma. Le cinéma a besoin d'une formation. Et aujourd'hui, la chance que les gens ont, je reviendrai à votre question de maison de production, la chance que les uns et les autres ont, c'est que avec un téléphone portable, aujourd'hui, un enfant peut faire des merveilles pour les connaissances cinématographiques, pour l'école de cinéma. Et le cinéma, c'est la seule école, que quelle qu'en soit ton école, que tu as fait Harvard, que tu as fait Ngwekele, que tu as fait autre école au quartier, ce qui te juge, c'est le public. Parce que ça se paye cash là-bas. Il n'y a pas que tu as fait une école plus forte que mais l'important c'est de faire l'école et de maîtriser l'école que vous avez engagée. Celui qui veut faire cinéma doit se rabaisser, doit être humble pour apprendre à comprendre. Parce qu'en fait, c'est un monde qui fait un foisonnement de tout. Et il faut être beaucoup discipliné dans le cinéma. Et je rappelle déjà aux parents que quand un enfant dit qu'il veut faire le cinéma c'est plus de 400 métiers. Donc le cinéma en tant que cinéma seulement est très vaste. C'est pour ça qu'on parle d'industrie cinématographique. Donc ce que je dis aux parents aujourd'hui, c'est un métier merveilleux parce qu'en fait, le cinéaste normalement doit apporter sa contribution à l'édifice du pays. Ça c'est sûr. Mais c'est aussi souvent un métier souvent délaissé. Et ça n'empêche pas aussi à l'enfant de faire autre chose. On a des cinéastes qui sont médecins, on a des cinéastes qui sont ingénieurs. Donc on peut mixer les deux, mais il faut que les gens se forment. Parce que là, ça permet aux gens de pouvoir, comment on appelle, fédérer d'autres capacités ou d'autres figures. Vous un film dans lequel on veut que vous causez en langue maternelle, vous serez obligé d'apprendre des nouvelles théories, des nouvelles façons de regarder les gens. Je crois que c'est magnifique de faire le cinéma, mais il faudrait que les parents se rapprochent vers les professionnels pour demander conseil afin d'orienter leurs enfants à la base. Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre façon de faire le cinéma est quelque peu vétuste, étant donné qu'aujourd'hui, avec un simple téléphone portable, une nouvelle façon de faire le cinéma est née via Internet et ces acteurs, ces artistes, ces nouveaux artistes, visiblement gagnent beaucoup d'argent qu'ils présentent de façon ostentatoire sur la toile? Justement, vous avez chuté par la véritable problématique parce qu'en fait aujourd'hui il y a des gens qui font des vidéos, des gens qui font des TikTok, des gens qui font des... Mais tout ça, le cinéma est d'abord, comment on appelle ça, un art. Je ne refuse pas que les autres sont dans l'art, mais le cinéma a ses canons, a ses jargons, a son écriture. Alors malheureusement, nous avons eu cette attitude qu'on mélange tous les genres.
Parce que je ne voudrais pas créer des polémiques ici. Il y a genre et genre. Moustique le charismatique fait un genre. Gabriel Landa fait un genre. Et il y a genre et genre. Dans le cinéma, on est vraisemblable. Le cinéma a, ça c'est juste une caractéristique. Il y a une manière de filmer les gens au cinéma. Il y a une manière de donner des textes au cinéma. Mais la liberté qu'est venu le téléphone portable et d'autres moyens de communication ont laissé croire aux gens que peut-être quelqu'un qui prend son téléphone portable et se met à communiquer ou à faire rire les gens, c'est du cinéma. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai que quelqu'un qui a porté une caméra a fait un reportage et celui qui a fait un documentaire, c'est la même chose. Mais combien savent la différence entre un reportage et un documentaire? Donc moi je crois que la polémique va toujours se poser. Celui qui vient chercher au cinéma parce qu'à tout prix il vient être riche, c'est un peu dangereux. Le cinéma c'est plutôt un engagement. Un engagement à pouvoir aider l'autre à devenir meilleur demain. Le cinéma c'est un engagement à pouvoir changer quelque chose, à pouvoir distraire tout en passant une communication. Donc moi j'évite d'entrer dans les petites polémiques parce que je sais que c'est une question très sensible. Les gens ont leur sensibilité, mais le cinéma ça a son canon d'écriture, ça a son couloir. Et ça n'a rien à voir avec la richesse ou la pauvreté. Quand vous vous engagez dans le cinéma, c'est d'abord une défense. Une défense. Et si en cours de chemin, l'argent arrive, tant mieux. C'est un peu comme au sport. Quand vous jouez d'abord au football, c'est d'abord pour maintenir votre corps en équilibre avant de voir si ça peut donner des millions de dollars ou pas. Mais le cinéma, c'est d'abord une passion d'abord. Une passion. Et un métier parce qu'il faut que ça se génère. Je vais venir dans ce que vous disiez tout à l'heure, que des gens font des films avec téléphone. Ce ne sont pas des films. Il y a une différence entre téléfilm, film. Film fait, comment on appelle, des vidéos même. On ne peut pas comparer tout ça au film. Mais pour ne pas créer des polémiques, j'aimerais que chacun fouille un dictionnaire ou un truc pour voir la classification. Il y a des films que vous avez encensés, que les gens ont encensés, qui ne passeront jamais à un festival du cinéma parce que ce n'est pas du cinéma. Mais ça rapporte énormément d'argent à ces gens-là. On ne peut pas les empêcher. Tout ce qui est sur YouTube ou tout ce qu'on foisonne sur YouTube n'est pas forcément du cinéma, mais ça passe. Donc pour ne pas entrer dans les polémiques, vraiment je peux répondre à ce coup de gueule que celui qui veut comprendre la différence entre le cinéma et d'autres vidéos, mais c'est mieux de se renseigner, c'est mieux de se former. Parce que si j'ouvre ma bouche ici, on va dire que c'est moi qui ai dit. Que les gens ouvrent des dictionnaires, que les gens aillent à l'école et comprennent la différence entre les gens. Comprenez-moi bien, je ne veux pas me faire écraser par des gens avec des débats inutiles en disant que je suis venu montrer que le YouTube de quelqu'un, s'il pense que c'est son cinéma, tant mieux. Mais honnêtement parlant, il est très important aujourd'hui à la population de se former, de s'éduquer. C'est pour ça que nous avons créé des concepts d'émissions dans lesquels votre question sera résolue, mais d'une manière méthodique, c'est-à-dire que par semaine, on va apporter des approches cinématographiques. Mais le coup de gueule, c'est que ceux qui me suivent me disent la différence entre un documentaire et un reportage. Vous allez commencer à comprendre. Merci bien. Nous allons citer 4 noms d'artistes et vous allez nous dire quels commentaires vous inspirent leur réalisation. Fingon Tralala, Cabrel Nangip, Moustique Charismatique et Monsieur Chantal par exemple. Je vous ai dit, Jean-Bertrand Temboa, avec tout le respect que je vous dois, je ne veux pas entrer dans les domaines de provocation. Je vais vous dire quelque chose. Par exemple, au cinéma, je parle de vraisemblabilité. Si vous voyez un film et qu'il y a le soleil sur quelqu'un et vous ne voyez pas de l'ombre qui traduit la vraisemblabilité de ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas du cinéma. Si vous voyez un film et qu'à un moment donné, on voit les lampes briller sur la face de cette personne, c'est pas du cinéma. Il y a des gens
filmés. Voilà, je voudrais parler des genres filmés qu'on ne peut pas mélanger d'une manière absolue. Je respecte tous les artistes et tous leurs genres et tous leurs couloirs, mais je dis si on veut parler du cinéma, il faudrait qu'on soit un peu plus méthodique et pour pouvoir enseigner aux gens d'une manière progressive. Je sais que celui qui voit une vidéo faite sur YouTube à partir d'un téléphone, c'est qu'il a vu un film, comme on le dit généralement. C'est un film, mais est-ce que c'est du cinéma? C'est ça la question. Donc, si c'était un piège ou un attrape-nigo, je vous répondrais, je ne peux pas qualifier cela, d'autant de créer des polémiques qui n'en ont pas besoin. Si un téléspectateur veut se renseigner par rapport vraiment au cinéma, vraiment même Google, tout ça là va vous montrer la différence entre un YouTuber, un cinéaste, en fait, toutes les plateformes que vous connaissez, un TikToker, il y a tellement de noms aujourd'hui, mais je vous donne seulement une seule petite différence. Si je suis dans cette salle et on me filme, il n'y a pas de l'ombre alors qu'il y a des indices de lumière qui devraient donner l'ombre. C'est pas du cinéma. Si on me filme et le bruit, la sonorité, je ne sais pas, il y a tellement de choses qui sont liées au cinéma qu'en même en 24, je ne peux pas vous parler totalement du cinéma. C'est pour ça que je dis bien, vu le niveau de culture des uns et des autres, je ne veux pas blesser les gens ici en avançant certaines paroles qui peuvent choquer, mais ça serait vrai. Donc je pense que l'approche sectorielle, l'approche pédagogique, je le prends pour tous ceux qui veulent comprendre la différence entre le cinéma et les autres genres filmés. D'après nos sources, Roméo Mepa, votre prochain film sera intitulé « Mon 14e père » et vous entendez utiliser une méthode assez révolutionnaire pour réunir les fonds nécessaires pour la production. Pouvez-vous nous en dire davantage? Alors merci à la télévision Golden House d'avoir la primeur, malgré les difficultés du cinéma, d'avoir notre prochain titre. Notre prochain titre sera intitulé « Mon 14e père ». Pourquoi mon 14e père? Toujours des faits de société. Nous avons regardé dans la société aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent en train de dire ça c'est mon enfant, ça c'est ma fille, le père de mon enfant, le père de ma fille. Et on se dit que comment on peut se retrouver dans une société africaine qui était regroupée et maintenant la structure familiale est en train de se désamorcer en autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les conseils qu'on peut passer à un parent qui émet un spermatozoïde aujourd'hui et dit que voilà ce qui t'attend? C'est le but de cette série, Mon 14e père. Donc nous avons pensé que l'Afrique doit se consolider vers ses valeurs qui étaient les valeurs la famille était le père, la mère et les enfants. Mais vous voyez dans les familles aujourd'hui, ça c'est l'enfant de mon père, ça c'est l'enfant de ma mère dans le même couple et ça dénote quand même d'un grand changement et d'un grand bond qui est arrivé dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. Mais il est question de rappeler aux gens que l'Africain, c'est un monsieur qui avait une manière de vivre et d'une manière rigolo, nous avons pensé présenter avec beaucoup d'humour et la technique que nous avons choisie à l'intérieur, c'était 40% de divertissement contre 60% de messages que nous allons faire. Et particulièrement aussi dans cette série, ce qui est très important, c'est que nous lançons l'appel d'offres. Nous avons besoin de 80 millions pour faire la première saison de ce film. Et nous avons besoin de 80 personnes, pas moins, pas plus, qui vont donner 1 million pour qu'on puisse faire ce film. Voilà la technique que nous avons élaborée. Et nous sommes en train de chercher des partenaires locaux pour pouvoir produire des films. Donc, si quelqu'un a 1 million de francs CFA, on se fixe une date, c'est-à-dire au bout de 3 mois, on aura fini la première saison et la série va jusqu'à 400 épisodes. Donc, nous avons fait cela par rapport à la télévision. Voilà par exemple un film que dès l'origine, pendant que nous l'écrivons, nous savons que c'est plus télévision que cinéma. Donc par exemple là, vous étiez en train de demander la différence entre le cinéma et la télévision. Nous écrivons un film, mais dès l'origine, nous savons que ça va télévision. Donc pour l'instant, la technique, c'est qu'après des multiples tractations sur le terrain, nous avons constaté que pour faire des films forts, il faut essayer d'être ensemble. Et quand je dis ça ensemble, je regarde un peu le travail formidable que fait Mitumba, Manolab du côté de Douala. C'est des gens qui ont compris qu'il faut être ensemble, qu'il faut fédérer les gens pour pouvoir faire des produits forts. Donc pour l'instant, le vibrant appel, c'est que nous avons écrit une série, Mon 14e père, qui demande du financement, de l'argent,
Mais l'argent là ne doit plus sortir dans la poche d'une seule personne. Nous avons besoin de 80 personnes. Nous avons fini avec la phase où nous voulons démontrer que oui, nous porteurs de projet, on a pu faire un film avec nos moyens. Aucun des films que j'ai cités ici n'a eu un financement réel d'une ou d'une autre entité. Et il était question déjà d'avant de venir demander aux gens, venez pour qu'on avance, de montrer que nous avons été capables par avant de faire quelque chose de nous-mêmes. Donc pour l'instant, si quelqu'un est marqué par ce problème social qui est le fils de mon père, la mère de mon... En fait, je ne sais pas quels sont les nouveaux jargons qui existent dehors, venez pour qu'on puisse faire ce film ensemble. Alors comment va se faire le retour sur investissement pour celui qui va s'impliquer financièrement dans la production du film? Ok. Pour celui qui dépose son million, il y a deux types de retours sur investissement. Vous déposez votre million, après 6 mois, qu'on ait vendu le film ou pas, vous avez droit à 1,5 million. C'est-à-dire vous déposez 1 million, après 6 mois, qu'on ait vendu le film ou pas, vous avez vos 1,5 million. Nous avons trouvé les dispositions pour ça. Mais il y a un deuxième retour sur investissement. Vous déposez vos 1 million, on fait le film, vous entrez dans le processus de vente, vous cherchez les clients avec nous. Si le film redonne 10 millions, vous avez vos 10 millions, c'est-à-dire en fonction des dividendes. Si vous avez 10 millions, vous avez droit à vos 10 millions. Donc, il y a le risque limité qui consiste que je fais un placement et au bout d'un certain temps, j'attends tel montant, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Ou bien vous savez tout ce qui se passe à l'intérieur et on partage, que ce soit les pertes ou les gains, d'une manière équitable. Eh bien, nous allons refermer cet entretien. Roméo Mepa, vous êtes cinéaste, réalisateur et producteur, mais par ailleurs citoyen du monde. Alors, dites-nous, quel est le commentaire que vous inspire l'actualité internationale en cette année 2022, avec notamment la rareté du blé sur le marché. Et est-ce que ce qui arrive aujourd'hui à travers la guerre en Ukraine peut permettre aux Africains de tirer profit de la situation? Tout ce qui se passe à l'international aujourd'hui, c'est un cinéma bien orchestré. Vous voyez comment le président Poutine a pu démontrer que depuis, les gens n'ont fait que le cinéma pour justifier leur bombardement en Libye, en Irak et partout. C'était du cinéma, ce n'était pas toujours de la vérité. Alors la place de l'Africain dans tout ça, la place du cinéaste africain, c'est de pouvoir savoir mettre aussi sa part de cinéma, c'est-à-dire sa part de manipulation, sa part de présentation de l'angle de son point de vue dans l'échiquier mondial, dans ce que nous appelons Internet. On en a marre de nos films où c'est seulement les fesses, il a dragué ma petite, il est monté, descendu. On a besoin des films qui montrent comment le kumba bread là, la farine de manioc là, la farine de patate peut fabriquer des pains. C'est aux cinéastes, c'est à l'administration d'encourager les cinéastes pour avoir des thématiques qui peuvent pousser le pays à s'envoler. Nous ne pouvons pas créer des incidents diplomatiques en disant que non, consommez que la farine de patate, mais je vous assure, la farine de patate fabrique du bon pain. Vous venez de demander de tirer avec l'actualité. L'actualité montre que le monde est dominé par le blé. Mais le blé, c'est une farine. Entre-temps, la farine de patate, c'est une farine aussi. Supposons un seul moment que Mitumba, dans toutes ses productions, mange toujours du pain à base de la farine de patate et démontre que c'est de la farine de patate. Parce qu'il savait que les gens ne savaient même pas qu'on fabrique du pain à base de la farine de patate. Mais on fabrique du pain à base de la farine de manioc, de plantain, de la farine de pomme de terre et de la farine même de patate, comme je t'ai dit. Et dans la Damawa, c'est la merveille, la patate pousse partout. Donc il est important aujourd'hui de savoir que dans un environnement international hostile et difficile, il faut savoir que nous réinventons. Nous réinventons ce que nous consommons. Nous réinventons nos perceptions. Nous réinventons comment nous regardons l'autre, comment nous gérons le futur même de nos enfants, l'avenir de nos enfants. Ça dépend de l'information que nous avons encaissée aujourd'hui. Merci Roméo Mepa d'avoir accepté de répondre aux questions de l'équipe de Golden House, première télévision People du Cameroun. C'est nous qui disons merci à la télévision Golden House, qui est une télévision qui va souvent au-delà du commun des mortels. C'est une télévision qui va dans le monde de la culture centrée et nous l'encourageons ainsi dans cette lancée parce qu'en fait, échouer c'est le début d'un succès. Il y a des télévisions qui vont seulement vers ceux qui ont réussi, mais il faudrait que nos télévisions apprennent à tirer de l'échec les succès futurs.
Merci bien et bon vent à Golden House. Bonne année 2022 à tous les téléspectateurs de Golden House.